la véritable observation de soi, qu'est-ce qu'une véritable vision de soi-même ou perception de soi-même. C'est le thème de cette vidéo, un témoignage, donc l'un de vos témoignages, et une vidéo très importante, enfin un témoignage important, puisqu'il pointe du doigt la nature radicalement différente de l'observation de soi, de ce qu'on appelle observation de soi, par rapport à notre vision ordinaire de nous-mêmes, par rapport à nos perceptions ordinaires. Donc, juste après le générique, nous allons entrer dans ce témoignage j'ai lu un petit peu entre les lignes, suffisamment pour voir qu'il est très intéressant, et je vais commenter et donner mon propre point de vue sur ce qui est partagé ici. À tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Un témoignage que j'ai intitulé Observation de soi, tout simplement, et on va entrer directement dans le vif du sujet. Bonjour Ludovic. Mon témoignage fait suite au témoignage de X, le type 5 social, témoignage qui est maintenant réservé aux membres. Mais voilà, c'est un témoignage très très complet. Il y a eu 2 fois 2 heures à peu près, d'un témoignage assez intéressant sur le déroulement des prises de conscience, du rappel de soi et de l'observation de soi, des outils clés de la quatrième voie. J'ai peut-être touché du doigt l'observation de soi et je voulais vous expliquer pour avoir plus d'informations. L'observation de soi s'est produite une après-midi sans trop prévenir. En général, effectivement, c'est quelque chose qui advient, qui survient. C'est pas quelque chose que, au point de départ en tout cas, que l'on arrive à créer. Mais l'objectif, c'est progressivement d'être en mesure de maîtriser cette perception de soi-même à partir de cet espace. On va voir si c'est de ça dont il s'agit. Il s'agissait d'une manière de voir, une vision très différente. Jusqu'ici, on est d'accord. Un peu comme si l'objet sur lequel je me focalisais était plus net. Dans les moments de grande présence et de rappel de soi, on a ce qu'on appelle une claire vision, une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus, beaucoup plus neuve, on pourrait dire, voire brillante, comme si les choses scintillaient. Elles portaient une vibration, une lumière qui les rendait beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires. J'avais également l'impression de voir des choses du dessus, un peu comme si je prenais de la hauteur. Autre manifestation claire de cette vision, de ce voir qu'on appelle dans la quatrième voie observation de soi, c'est l'impression de prendre de la hauteur ou alors de voir les choses à partir d'un espace situé derrière notre tête, comme si d'un seul coup il y avait une expansion du champ de la conscience qui n'était plus identifié uniquement à ce corps et à ces yeux qui perçoivent, mais quelque chose de plus vaste. D'où cette impression de se voir de plus haut, de voir les choses depuis un espace derrière nous. Donc ça, c'est très bon signe. Cette vision était très concrète et je semblais voir les objets de plus haut. Mais concrètement, pas métaphoriquement. Oui, c'est tout à fait concret. Ce n'est pas prendre du recul dans le sens symbolique, métaphorique, pour mieux voir. Là, il y a un recul physique, comme si mon regard n'était plus enfermé dans mes yeux physiques. Ce n'était pas le fait de voir les choses avec un autre angle d'attaque, il s'agissait d'une vision très concrète, très incarnée, si j'ose dire. Exactement. C'est une vision très incarnée, et ça n'est pas une manière symbolique de dire les choses. Comme vous dites, ce n'est pas un autre angle d'attaque pour regarder les choses différemment. C'est l'ouverture d'un espace en nous qui d'un seul coup nous amène à nous voir nous-mêmes et à voir le monde extérieur d'une manière radicalement différente, plus claire, plus nette, plus vaste. Donc, comme si réellement nous étions dans cette vision de l'aigle, pénétrante, une vision qui est pénétrante. C'est ce qu'on appelle voir avec un V majuscule. C'est ce qu'on appelle observation de soi. J'avais également l'impression d'être beaucoup plus concentré sur ce que je faisais. Ça va souvent ensemble, ça va ensemble. Mon attention était focalisée et le bruit du mental avec les pensées incessantes était stoppé. Dans des moments
où cela advient, cette perception radicale du monde et de nous-mêmes advient, il peut y avoir un arrêt des pensées. Ça n'est pas un objectif qu'on doit chercher à reproduire. Ça peut arriver comme ça peut se manifester avec le fonctionnement des pensées. Mais il y a effectivement une attention beaucoup plus vive, beaucoup plus intense, beaucoup plus là, dans ces moments fugaces de rappel de soi, observation de soi. Il n'y a pas de véritable observation de soi sans un rappel de soi. Et là, c'est ça qui advient. Le rappel de soi permet cette vision pénétrante, ce voir, cette claire vision, on l'appelle comme on veut, c'est exactement la même chose. Voir à travers tous les filtres. Donc, d'où cette netteté. Mes filtres, à ce moment-là, dont je parle souvent dans les vidéos, toutes mes représentations, toutes mes projections sont comme retirées subitement, en un instant. Et là, dans cet espace, je suis libéré, je suis éveillé. Le problème, c'est que cet espace ne dure pas, et j'ai besoin de l'apprivoiser. Au-delà de cette vision, je ressentais une très grande joie, oui, une véritable jubilation, une sorte de enfin. Oui, c'est tout à fait ça. Et cette joie, c'est un aspect de l'essence. Et dans cet espace, je suis. L'essence se manifeste dans sa plénitude quelque part, même si elle peut s'approfondir et devenir de plus en plus vaste et nous donner accès à ces espaces de manière de plus en plus profonde et de plus en plus durable, tout est là à ce moment-là. Le problème, c'est que ça ne dure pas. C'est pour ça qu'on parle d'un éveil subite. Quand je suis là, je suis là. Tout est là, tout est advenu, mais ça ne dure pas et j'ai besoin d'apprivoiser et même d'approfondir. Parce que je peux approfondir cet état, si on peut parler d'état. Ce qui est le plus étonnant, c'est que cette jubilation était très douce. Une jubilation, mais sans aucune excitation. Vraiment tout en douceur. Je suis complètement d'accord. On a souvent cette tendance à penser que la joie de l'être est une joie un peu excitée, une joie puissante qui fait du bruit, alors que c'est très souvent une joie très douce, très calme, très subtile, mais toujours là en arrière-plan. C'est très bon signe. Plutôt que des joies exaltées, c'est excitées, c'est très bon signe de contacter cette joie qui est à la fois très intense par sa profondeur, mais très subtile par sa manifestation. Vraiment tout en douceur, c'est ça. Cette nouvelle vision du monde ou manière de voir très concrète allait et venait de manière très fugace. C'est toujours très fugace au commencement et pendant longtemps. C'est des moments fugaces, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une seconde, une fraction de seconde, mais on est hors du temps. Dans cet espace, on est vraiment hors du temps. Donc le temps n'est pas important. Cela a duré une bonne partie de l'après-midi, donc ça c'est déjà intéressant. 2 secondes par-ci, 3 secondes par-là. Par contre, la joie a duré tout l'après-midi. Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quelques secondes de cet espace ouvrent l'accès à ces aspects essentiels que sont la tranquillité, la paix, la joie de l'être, et, et ça peut avoir un effet qui peut durer un certain temps. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit rechercher. Ce que l'on doit rechercher, c'est le voir. Le reste est parfaitement secondaire. Que ça produise une joie ou que ça produise par moments une peur ou des doutes, peu importe. Il faut cultiver ce regard, ce voir. Donc j'insiste, ne surtout pas s'attacher aux fruits de la pratique, mais uniquement à la pratique. Les fruits vont apparaître, disparaître, se manifester de manière agréable et parfois produire des effets désagréables. Ça n'est pas important. L'important est de maintenir cette attitude, cette attention et rechercher ce regard, cette conscience témoin en réalité. Lors de cet après-midi, je me suis regardé dans un miroir lors du phénomène et je ne me suis pas reconnu. Ça, c'est normal, c'est très bon signe et c'est tout à fait logique. Cela était très étrange puisque je reconnaissais parfaitement mes traits du visage, mais c'était comme si ce n'était pas moi. C'est assez difficile à décrire, cette impression fut très désagréable et même plutôt angoissante, donc j'ai cessé de me regarder dans le miroir. Mon moi ordinaire se connaît et se reconnaît, et il a une identité. Et lorsque je suis dans cet espace de perception, c'est je suis dans un autre espace. Et ce qui habituellement est reconnu par mon ego comme moi
n'est plus à ce moment-là reconnu comme moi. Je sens que je suis autre chose. Mais il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est pas censé être désagréable et angoissant. Bien sûr, pour le moi ordinaire, c'est très désagréable et c'est très angoissant parce que d'un seul coup, mon identité n'existe plus. Ce que je crois être moi, même physiquement, ce corps, je le perçois comme à partir d'un espace qui est mon véritable moi. Donc je ne reconnais pas cette, cet artifice que j'ai créé, dans lequel je crois me reconnaître du matin au soir. Donc c'est plutôt très bon signe. Pour moi, c'est la preuve qu'il y a eu ponctuellement une translation de la conscience identifiée vers le moi réel, vers l'essence, qui ne se reconnaît pas dans ce personnage, dans la personnalité, avec son corps et son fonctionnement, qui ne se reconnaît pas du tout dans ce personnage. Donc pour moi, c'est plutôt une expérience encourageante. Donc si c'est trop désagréable et angoissant, on peut arrêter. Mais il y a strictement pas à avoir peur. Et la prochaine fois que ça va être amené à se produire, il faut le voir comme une chance extraordinaire. Un moment de désidentification. Qui dit désidentification dit que je ne suis plus identifié à mon identité ordinaire, à ce moi usurpateur qui a pris la place du vrai moi. Et donc que je suis à ce moment-là en contact un peu plus avec mon véritable moi. C'est une chance extraordinaire. Il faut le voir comme ça, la prochaine fois, si c'est possible. Par contre, le soir, j'étais très fatigué. C'est possible que les résistances de l'ego face à cette expérience génèrent de la fatigue. C'est une résistance normale, la fatigue. C'est un outil de l'ego. Dans les pratiques de retour à la présence, on va souvent faire face à une grande somnolence, une grande fatigue. C'est bon signe. Là aussi, quand il y a des résistances qui se mettent en place, ça veut dire que je suis au bon endroit. Dans une vidéo, vous expliquez que cela pouvait être normal car il s'agissait de convertir de l'énergie. Cette grande fatigue éveille chez moi des soupçons. En effet, une activité spirituelle ou un soin énergétique qui me fatigue me questionne, car je me demande qui a siphonné mon énergie. Parfois, ça peut être vraiment des défenses qui lâchent. Quand deux possibilités pour moi, soit c'est une résistance, et par exemple, j'enregistre cette vidéo le lendemain du premier groupe de travail en ligne, où la moitié des participants ont expérimenté cette grande somnolence. C'est dans les groupes de travail en réel, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, il y a toujours des personnes qui font face à une énorme somnolence. Alors, et parfois, elles sont en pleine forme avant, elles sont en pleine forme après, mais elles sont extrêmement fatiguées parce que c'est un des moyens une des stratégies de l'ego. Étant donné que mon essence est endormie et que je l'ai oublié, il y a deux grands mécanismes de défense, l'endormissement, la fatigue, et l'oubli. J'oublie de me rappeler moi-même, je m'oublie moi-même. J'ai décidé d'être présent pendant 1 heure et en fait au bout de 3 secondes, je n'y suis plus. L'oubli. On retrouve vraiment de manière métaphysique dans les causes, dans l'endormissement de l'être et l'oubli de mon être, on retrouve exactement les mêmes choses sur le plan de mon fonctionnement, fatigue, inertie et oubli. Oubli des pratiques que j'ai à faire, par exemple. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui a siphonné mon énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le moi ordinaire fonctionne sur la base de la peur et d'un besoin de s'auto-alimenter. Et donc, c'est un moteur très puissant pour son activité. Lorsque je me libère de cette identification, même ponctuellement, quelque part, le moteur disparaît. Donc, je n'ai plus accès à l'énergie à laquelle j'avais accès. Je prends un exemple, je pratiquais des sports de combat et un entraînement très physique très poussé pendant très longtemps, parce qu'il y avait une colère réprimée, et cette colère me servait de moteur pour ces sports de combat et cet entraînement intensif, dans lesquels j'ai meurtri mon corps. Et puis, quand cette colère a été dissoute, quand elle a été traversée, acceptée et dissoute, il n'y avait plus du tout de motivation, plus d'énergie pour euh, f- continuer à m'entraîner comme je m'entraînais. Mais parce que je n'avais plus besoin de compenser. Je n'avais plus besoin de cette catharsis pour extérioriser une colère que je réprimais. Donc, quelque part, c'était pas forcément sain et c'était une fuite en avant. Et je n'ai pas eu besoin de trouver une autre source d'énergie parce que j'ai orienté mes activités sur autre chose, quelque chose de constructif qui n'était pas une compensation.
c'est un peu similaire. C'est-à-dire que le moi qui a besoin de survivre et de faire durer son identité possède pour cela une grande énergie, énergie de la peur, énergie des émotions refoulées. Lorsque tout ça se dissout, même ponctuellement, mes moteurs habituels ne sont plus opérationnels. Mais ils vont revenir. Pour moi, c'est pas. Alors, c'est intéressant parce que ce que je vois après, là, ça peut indiquer quand même une fuite d'énergie. Cette après-midi particulière s'est produite peu de temps après une cérémonie de Kambo. Ça peut être lié. Sans rentrer dans les détails, le Kambo est une médecine amazonienne, oui, qui utilise le venin d'une grenouille pour effectuer un drainage lymphatique. Il s'agit d'une pratique plutôt douloureuse. Je me demandais si les deux sont liés. En effet, dans Fragment d'un enseignement inconnu, Gurdjieff parle du bon larron et du fait que Jésus lui a annoncé la vie éternelle. Les élèves de Gurdjieff étaient étonnés du sort du bon larron. Gurdjieff répondait que cela était lié au fait que le bon larron était sur la croix, un peu comme si une très grande souffrance pouvait avoir une incidence. Dans mon cas, les effets ont été proportionnels puisqu'une souffrance a engendré juste un aperçu. Or, il s'agit d'une pure coïncidence. Personnellement, je ne recommande pas ces pratiques. Alors, chacun est libre hein, de faire ce qu'il veut, mais les pratiques de Kambo, les pratiques ayahuasca, même les pratiques respiratoires intensives qui amènent une disjonction parce qu'on vient forcer les choses. Et quelque part, on crée des conditions un peu artificielles. Et dans la quatrième voie, on déconseille de mettre en place des conditions artificielles. On travaille dans la vie. Le support du travail, c'est la vie quotidienne avec ses frictions. Par exemple, si je vais dans un collectif ou je vais faire un stage pendant une semaine ou une retraite, ce sont des conditions artificielles. Je vais vivre des choses intenses, mais je vais revenir dans mon quotidien et tout va disparaître. Puisque je l'ai acquis grâce à des conditions artificielles, je l'ai acquis de manière artificielle. Ça ne se dépose pas en moi, ça ne s'intègre pas. Alors que si je l'ai acquis par mes efforts, et c'est plutôt là où on peut parler de souffrance, par des efforts conscients, progressif, difficile, alors ce que j'acquiers, je l'acquiers en propre et je ne le perds pas. Il s'intègre. Et il est fort possible que cette grande fatigue soit le contre-coup de cette violence qui est faite quelque part à mon corps et à mon psychisme par le venin. Je connais des gens qui ont fait cette pratique, effectivement, et il y a de grandes chances. On vient forcer les choses, on vient faire une effraction dans la conscience, c'est-à-dire qu'on utilise une forme de drogue pour éclater les défenses, ou ça peut être des respirations intensives, pour éclater les défenses et avoir des aperçus de quelque chose. Et puis, quand l'effet du poison retombe, je peux avoir un contre-coup, cette fatigue physique. Moi, je vois vraiment, je verrais plutôt un lien avec ça. Et je me rappelle de ce que j'ai aperçu, mais en général, je n'ai aucun moyen de le retrouver. Alors, j'ai envie de retomber dans une prochaine séance de combo ou d'ayahuasca, etc. Je dirais, si on veut voir l'aspect positif, que ça nous montre, même si c'est artificiel, que quelque chose est possible. Que j'ai pu expérimenter en fracturant et en fracassant les défenses de mon psychisme, mais que j'ai quand même pu expérimenter pendant quelques temps, quelques heures, c'est cet état libéré de l'identification avec des moments d'acuité, de perception, de vision pénétrante très, très poussés. Donc, je sais maintenant que c'est possible. Le problème, c'est que ça peut générer une forme de souffrance parce que maintenant, je sais que c'est possible, je sais que je l'ai touché, mais en plus, je l'ai perdu et je n'ai pas les moyens de le retrouver. Pour Ça, moi, il n'est pas recommandé de fracturer les défenses, de travailler contre les défenses. Les défenses sont là pour me protéger quelque part. Elles ont leur rôle. C'est moi qui les ai mises en place pour m'interdire d'aller contacter certaines zones trop douloureuses, trop intenses pour ma conscience. Et elles sont là parce qu'elles ont une raison d'être là. Et le travail tel que moi je le conçois ne va pas contre les défenses. Si vous avez un château avec des défenses, que vous attaquez ce château, la prochaine fois que vous allez revenir, il y a de grandes chances qu'ils aient réorganisé et amélioré leurs défenses. Parce qu'ils ont compris vos stratégies. Ils ont vu comment vous attaquiez. Ils se sont réveillés un peu de leur torpeur. Donc, si vous fracturez vos défenses, vous ouvrez des espaces et puis vous revenez, vos défenses, elles se remettent en place. Mais elles se remettent en place avec peut-être plus d'acuité. Peut-être qu'elles se renforcent. Pour moi, les défenses sont renforcées par ma lutte contre
elle, contre ses défenses. J'ai besoin de travailler avec ces défenses, d'intégrer ces défenses. C'est pour ça que j'appelle cette approche une approche intégrative de l'initiation parce que je ne lutte pas contre le moi, contre l'ego, contre les blessures, contre les peurs, contre les zones d'ombre. J'apprends à ce que ma conscience se répande dans tous ces endroits, mais en les intégrant, non pas en luttant contre. L'ego est construit sur un refus. L'ego est construit sur la lutte. Si je lutte contre l'ego, je renforce l'ego. Donc j'ai perdu d'avance. Si je le laisse faire, j'ai encore perdu d'avance. J'ai besoin de trouver une force différente, une approche différente, une forme d'aïkido intérieur où je ne suis pas ni dans un laisser-faire, ni dans une lutte contre, mais où j'accompagne tous ces mouvements. Et alors tout ce que je traverse, tout ce que je découvre en moi, je le digère, je l'assimile et je récupère des espaces en moi de manière durable. Ces avancées, ces transformations sont durables et s'intègrent, s'incarnent dans mon psychisme et dans mon quotidien. Ça, c'est le gros problème de ces outils qui sont de plus en plus à la mode. Je ne critique pas, je ne condamne pas, mais personnellement, je ne pratique pas et j'ai tendance à déconseiller si on me le demande. Mais j'ai des personnes dans les groupes que je connais et des personnes que j'accompagne et qui font régulièrement ce genre de choses. C'est vraiment une exploration après individuelle et en toute liberté. Mais il faut savoir, à mon avis, que les conditions artificielles, je vais faire un stage de 3 semaines, je vis des choses extraordinaires, je reviens et au bout de 3 jours, je suis redevenu le même qu'avant. Et j'ai besoin de retourner en retraite. La quatrième voie est une voie où on travaille sur soi de manière réelle, dans le monde réel, c'est-à-dire de manière, façon de parler, dans le monde dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous sommes amenés à nous manifester. Ma famille, mon travail, mes amis, mes activités, les associations dont je fais partie, c'est le terreau de notre travail. Et comme c'est beaucoup plus difficile de toucher des moments de présence dans des situations difficiles, ces moments de présence sont beaucoup plus puissants et viennent s'intégrer. Quand c'est très facile, je, je vais vivre des états expansés de conscience, mais chut, ils vont disparaître dès que je retourne dans les conditions. On m'avait pris l'exemple de moines tibétains qui avaient quitté leur monastère, qui étaient venus en Occident pour porter la sagesse tibétaine et qui avaient découvert la télévision et qui ne voulaient plus entendre parler d'enseignement et qui avaient juste envie de regarder la télévision. Parce que dans leur environnement très protégé, ça n'existe pas, mais quelque part, je n'ai pas affronté et intégré ces résistances, ces choses qui peuvent m'identifier. Donc, j'ai vécu dans un environnement, comme si un enfant le faisait grandir dans un environnement protégé jusqu'à 20 ans, où il ne connaissait que sa famille, et puis à 20 ans, il va découvrir le monde, ça va être très compliqué. Eh bien, pratiquer dans des conditions artificielles rend la pratique au quotidien très difficile. Là encore, je vais reprendre l'exemple de Jack Canfield qui avait une aspiration et qui passait des mois et des mois dans des monastères et qui vivait des expériences d'éveil très, très poussées. Et un jour, il est obligé de retourner dans sa famille pour des raisons que j'ai oubliées. Et là, il se rend compte que tous ces mécanismes psychologiques les plus bas se remettent en place. Il se rend compte qu'en lui, rien n'a changé. Il a vécu des états de conscience ou d'ouverture, mais revenu dans le monde ordinaire, il est exactement comme avant, après des mois ou des années de méditation dans des conditions artificielles. Et là, il s'est dit, stop, j'ai besoin de d'affronter tout ça et de travailler grâce à ça parce que je ne peux pas me leurrer plus longtemps. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, chacun fait comme il le sent. Au final, mon impression est mitigé, c'est normal, et je pense que c'est parce que ça a été produit artificiellement. Lorsque ces états viennent par les fruits des efforts conscients, il n'y a pas cette angoisse, il n'y a pas cette peur et il n'y a pas cette perte d'énergie. Au contraire, c'est l'inverse. Il y a souvent un regain d'énergie. Donc pour moi, c'est simplement lié au Kambo. Il faudrait demander à des personnes qui ont fait la même expérience dans la même situation pour voir il y a des similitudes. Car j'ai connu une très grande joie et une grande concentration mais aussi une angoisse et de la fatigue physique. Cela me donne l'impression d'un fonctionnement donnant où j'ai gagné puis perdu. Donnant où j'ai gagné puis perdu. Comme s'il y avait une sorte de prix à payer ou revers de la médaille.
Je m'attendais à un fonctionnement gagnant-gagnant. Oui, dans des conditions réelles, mais pas avec des conditions artificielles. Il y a toujours un risque parce qu'on fracture les défenses pour toucher des espaces de conscience, mais on fracture aussi les défenses qui nous protégeaient d'espaces difficiles que l'on n'est pas prêt à affronter. Donc, par exemple, j'ai accompagné des stages d'une forme de respiration holotropique, une forme différente, mais qui ressemble énormément. Enfin, c'est le même principe des accélérations de respiration et des musiques qui induisent. Ça provoque effectivement des grandes ouvertures, mais si on n'est pas capable d'accompagner des personnes ensuite, c'est très très risqué. Je ne fais plus parce que tant que je le faisais avec des personnes qui étaient euh, investies dans les groupes de travail que j'accompagne depuis plusieurs mois ou années, ça se passait bien. Et quand j'ai commencé à ouvrir à d'autres personnes, ça a été n'importe quoi. Les gens n'ont pas la structure pour... Et pourtant, des gens qui sont eux-mêmes animateurs de stages comme ça faisaient n'importe quoi. Parce que dans ce type de respiration, nous sommes deux. Il y en a un qui respire et qui va vivre des choses très très puissantes, et l'autre qui doit être entièrement à son service. Il doit être à la fois extrêmement présent à ce que vit l'autre, et à la fois actif, passif, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que l'autre manifeste, voir même intuitivement de ce dont il a besoin. Par exemple, si je vis un traumatisme très violent et que j'ai besoin de pleurer, je vais extérioriser. Mais parfois, je vais vivre et je vais avoir besoin d'un soutien et je vais demander un soutien. Parfois, je vais vivre revivre des traumatismes que j'appelle enfin qu'on appelle traumatisme par omission. Ce que j'aurais dû recevoir pour m'épanouir et que je n'ai pas reçu. L'amour, le soutien, le réconfort quand j'étais très mal, quand j'étais bébé ou enfant. Et ça, quand je revis ces moments-là, la seule manière de réparer, si on peut dire comme ça, c'est que la personne qui m'accompagne m'apporte ce soutien à ce moment-là, au moment où la blessure est ouverte, qu'elle vienne amener le baume. Mais si elle vient trop violemment et qu'elle me fait un câlin alors que moi, je suis une femme et que c'est un homme et que ça me bloque, c'est l'inverse, il va aggraver. Si il ne m'amène pas le réconfort, il passe à côté, il me fait passer à côté d'une chance extraordinaire de venir réparer quelque chose. Et donc, j'ai vu des personnes qui se mettaient à entrer dans leur propre processus plutôt qu'accompagner les autres. Et ça a bloqué un processus chez une personne qui avait déjà eu 4 jours de suite un mental d'acier. Elle n'arrivait pas à lâcher prise, impossible. Donc, je lui ai donné différents outils pour aller creuser. Et le dernier jour, il y a une ouverture. Sauf que quelqu'un qui euh, était censé accompagner quelqu'un d'autre rentre dans son propre processus et vient intervenir. Je lui demande de partir, mais c'est trop tard. Elle est venue rompre le processus et la personne est restée avec ça. Et j'ai dû l'intégrer dans des groupes de travail pour l'aider à digérer. Il a fallu plusieurs mois pour aider à digérer ce qui avait été ouvert, mais bloqué à cause du comportement d'une intervenante, d'une participante. Parce que dans ce moment-là, il y a une énorme vulnérabilité. On ouvre le champ de la conscience, on fait tomber les défenses. Alors on peut accéder à des états supérieurs, mais on peut aussi accéder à des traumatismes et des choses qui étaient refoulées et que je ne suis pas forcément prêt à, à accepter, à digérer. D'où cette angoisse, cette peur, ce détournement du miroir. La première fois où dans ce miroir, j'ai vu un corps et que j'ai su que je n'étais pas ce corps, il y a eu aucun effet secondaire négatif. C'était une reconnaissance de moi avec moi. Pour moi, les effets négatifs sont liés à ces conditions artificielles. Si mes traumatismes remontent de manière sans que j'ai provoqué avec violence par un venin, par une plante, par des techniques respiratoires ou de l'hypnose, sans que j'ai provoqué, c'est que je suis prêt à le laisser remonter. Mais parfois, quand je vais jouer avec le feu, je vais provoquer, et là, je vais faire monter des choses que je ne suis pas prêt, pas prête à digérer. Et donc, ça peut avoir un effet comme vous le décrivez. Moi, j'incite à une grande vigilance vis-à-vis de ces pratiques qui sont de plus en plus à la mode, de plus en plus accessibles. Et j'ai vu des personnes chez qui ça a fait du bien, à qui ça a fait du bien, mais d'autres que ça a fait tomber, que ça a fracturé et qui ont mis, euh, pas des gens que j'ai accompagnés, mais des gens que je connais, qui après plusieurs mois sont encore en dépression et n'arrivent pas à remonter la pente. Voilà. Attention aux conditions et aux techniques artificielles. Pour prendre un exemple beaucoup plus trivial, si je fais une blague drôle et que moi et mon interlocuteur rions et prenons du plaisir, tout le monde est gagnant. Il n'y a pas de retour de bâton
ou de revers de la médaille. Oui, mais vraiment, hein, je suis convaincu que ce revers de la médaille, il est lié à la pratique du Kambo. Je ne veux pas faire une mauvaise publicité aux gens qui proposent ce genre de stage, mais moi, je reste toujours très vigilant. Si on est déjà bien établi dans la conscience, dans la présence et qu'on se lance dans ces activités, ça peut venir renforcer. Si psychologiquement, on est bien structuré, ça peut venir ouvrir des espaces, mais même comme ça, parfois on est structuré comme une compensation de blessures, et dès qu'on ouvre la porte, tout remonte, et après, on ne peut plus le faire revenir. Il faut le digérer, il faut trouver un moyen de travailler avec ces matériaux qu'on a fait revenir à la conscience prématurément. Voilà pour mon retour d'expérience et mes interrogations. Ceci est publiable sur votre chaîne si cela vous semble pertinent. Merci. C'est bien de le préciser, comme ça, quand vous envoyez un témoignage, je sais que vous êtes d'accord, ça m'évite de vous redemander pour être sûr. En tout cas, merci pour le témoignage de X, le type 5 social. Bien, ces prises de conscience ne sont pas issues de pratiques artificielles, elles sont issues de pratiques de présence et d'application de ces pratiques dans la vie quotidienne. Donc, les choses émergent à leur propre rythme. On ne va pas forcer les choses. J'aurais voulu avoir des informations sur le projet d'atelier en ligne. Ben, ça, je ne sais pas si je vous ai répondu du coup. C'était hier, enfin là j'enregistre vendredi je ne sais pas combien, 24 mai je crois. Et c'était hier la première. La fréquence des réunions, c'est toutes les 3 semaines. Le logiciel, c'est Zoom. Et à quelle heure les réunions? C'est 20h30. Mais on est vraiment très nombreux. Mais vu ce que vous décrivez, ça peut être pas mal de faire une exception parce que, à moins que ça soit rentré dans l'ordre et que là, tout soit OK pour vous, s'il y a toujours des relents, s'il y a toujours des manifestations désagréables, ça peut être intéressant quand même de travailler dessus et de traiter ça. Donc voilà, vous me contactez. De toute façon, je vais voir si je vous ai envoyé un mail ou pas. Et voilà, en tout cas, pour information, hormis pour vous, parce que ce que vous traversez doit être accompagné, le groupe de travail est complet, vraiment. S'il y a des demandes, il y aura possiblement un second groupe de travail. Je dis second parce qu'il n'y aura pas de troisième, ça fait beaucoup déjà, parce qu'il y a des personnes qui vivent au Québec ou qui vivent en Australie qui n'ont pas pu se coller sur les horaires. Donc, s'il y a suffisamment de gens vraiment motivés, on pourra faire un deuxième groupe. Et dans ce cas-là, je déplacerai certaines personnes du groupe du jeudi, pour qui c'est plus difficile, vers un autre jour de la semaine. Voilà, merci pour votre témoignage. J'espère que j'ai répondu à vos questionnements. Voilà, moi, je suis un peu tranché dessus, mais pour moi, ces effets secondaires ne sont pas liés à cet espace qui s'est ouvert. C'est la manière dont cet espace s'est ouvert. Pour moi, ces techniques sont des fracturations du psychisme. On fracture le psychisme, on entre par effraction, on éclate les défenses et on vit des choses. Dans des respirations holotropiques que j'ai accompagnées, j'ai vu des gens qui ont visité le paradis grâce à ça et qui ont eu les larmes aux yeux et qui ont été touchés, mais d'une manière extrêmement profonde et avec des fruits pendant un certain temps. Mais c'est pareil, ils sont revenus à leur fonctionnement habituel parce qu'ils n'ont pas voulu entrer dans un travail régulier de longue haleine et les effets se sont dissous progressivement. J'en ai connu d'autres qui ont visité l'enfer, vraiment, qui ont vécu des choses très violentes. Quelqu'un, par exemple, qui s'est vu et senti se faire violer par le diable, par exemple, ou d'autres qui a revécu un viol, ou d'autres qui ont revécu une pendaison. Et, et il faut être capable d'accompagner ces personnes, parce que quand la respiration est finie, parfois, à la fin, tout rentre dans l'ordre, et parfois non. La personne repart avec un relent, avec quelque chose qui ne la quitte pas, et on doit être en mesure d'accompagner pour qu'elle puisse laisser le processus aller à son terme et ne pas repartir avec ça dans sa vie quotidienne. J'ai connu quelqu'un qui a participé à quelqu'un très proche, à un stage d'autodéfense féminine, dans lesquels ils sont allés vraiment creuser sur les positionnements, les blessures féminines, etc., de manière très violente, et qui est reparti sans accompagnement après. Et pendant 6 mois ou 8 mois, si c'est pas un an, des problèmes conjugaux, des problèmes dans l'intimité, des problèmes gynécologiques, plein de choses qui sont mises en place parce que ça a été fait de manière violente et sans un accompagnement dans le temps. Donc ce témoignage est intéressant à double titre. Le premier me permet
de mettre l'accent sur le risque que que portent ces pratiques, qui sont des où on fait disjoncter le mental et ses résistances de manière, assez violente et qui ouvrent effectivement des espaces de perception, en haut ou en bas et tout ce que ça peut impliquer ensuite dans le quotidien, comme retomber derrière. Mais d'un autre côté, ça permet de mettre des mots très clairs sur ce qu'on appelle rappel de soi et observation de soi. En tout cas, une des manières dont ça peut se manifester, parce que ça peut être beaucoup plus subtil. Le rappel de soi et l'observation de soi n'ont pas besoin d'être aussi intense. L'intensité peut être provoquée par la prise de la substance. Mais les mots sont clairs. C'est une vision beaucoup plus nette de la réalité et de moi-même. Cette perception spatiale, comme si je me percevais depuis un espace situé au-dessus de ma tête ou à l'arrière de ma tête. D'ailleurs, je peux essayer, pendant que vous m'écoutez, essayer de regarder votre écran et essayer de percevoir comme si vous me voyiez et comme si vous voyiez votre écran et la pièce dans laquelle vous êtes à partir d'un espace situé à 20 centimètres derrière votre tête, comme si vous cherchiez à reculer votre regard. Ce sont des manières qu'on peut utiliser, qui peuvent produire le même résultat de manière très spontanée où je n'ai pas besoin d'un rituel, d'un stage ou d'une pratique, d'une plante ou d'un venin, juste ça. Ou alors, en même temps que vous regardez, comme si vous retourniez une partie de l'attention et que vous cherchiez à vous voir vous-même. Vous voyez votre corps, vos épaules, cet espace au-dessus de votre tête. D'ailleurs, c'est la voix sans tête de Douglas Harding qui a trouvé des outils très concrets pour produire ce retournement d'attention, cette division d'attention qu'on appelle rappel de soi. Pendant que vous regardez cette vidéo, est-ce que vous pouvez percevoir que vous regardez à partir d'un espace situé derrière votre tête ou est-ce que vous pouvez en même temps faire ce geste avec votre attention de retourner l'attention vers vous et d'avoir une partie qui regarde la vidéo, qui écoute et une partie qui vous regarde vous-même. Voilà des manières de faire advenir cette observation de soi, beaucoup moins violente et qui n'auront pas ces effets secondaires. Voilà mon point de vue. À très bientôt pour une prochaine vidéo.